Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast décembre 2018. C'était il y a presque 3 ans, c'était surtout la dernière fois que l'on avait consacré un épisode entier aux Cleveland Cavaliers, embourbés dans une reconstruction un peu interminable. Mais voilà, la saison actuelle, la saison 2021-2022 semble un peu différente. 9 victoires pour 5 défaites, c'est le bilan des Cavs après 14 matchs. Alors, est-ce que la reconstruction des Cavs est en train de s'accélérer? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. En tout cas, essayer de répondre. Avec moi, d'abord, un habitué, le Boba Fett du podcast Dunk Hebdo, Madiane. Comment ça va, Madiane? Eh ben, ça va très bien. Je serais bien curieux de savoir ce qui me vaut le surnom du chasseur de primes. Alors, Madiane, fan de Star Wars. Après, je me suis dit, t'aimes en NBA, tu n'aimes pas les matchs glamour, tu aimes à la grande époque, d'il y a quelques années, les Knicks, Magic, un peu sombre. Donc, il me fallait un personnage de Star Wars qui, tu vois, ait aimé un peu du côté des hipsters un peu de Star Wars. Donc, j'ai tout de suite pensé à Boba Fett. Bref. Et puis surtout avec nous, on a un nouveau dans l'équipe Dunk Hebdo. Pour ceux qui suivent la NBA sur Twitter, vous l'avez peut-être déjà aperçu, un amateur des systèmes, un amateur d'analyse terrain. Son nom d'utilisateur sur Twitter, c'est Lost in Transition. Mais ici, ça sera Camille. Alors, comment ça va, Camille? Salut Benjamin, salut Madiane. Bah écoute, ça va super. Je suis content d'avoir l'opportunité de rejoindre l'équipe cette saison. C'est mon deuxième podcast. J'avais fait une petite apparition sur l'écho des parquets, donc c'est pas ma toute première fois, mais je débute. J'espère que je vais être à la hauteur. La question rituelle, nerveux. Camille. Tu l'as dit, c'est pas la première, mais nerveux quand même. Moins que la première fois. Très bien. De Petite toute façon, réponse qui t'as veut pas rien dit dire. non. Moi, je déteste les mecs qui disent non parce que on est forcément nerveux. Hein. Moi, j'avais quand même dit bon voyage à la fin de mon premier podcast. N'essayez pas de réécouter le premier, ça ne s'entendra pas, ça a été coupé au montage, bien évidemment. Alors, comme on l'a dit, aujourd'hui, on va parler des Cavs. Juste après la pause, avant ça, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, @DunkHebdo, sur les plateformes où vous nous écoutez. On voit pas mal de notes sur Apple Podcast en ce moment, donc on vous remercie. C'est très utile pour faire monter l'émission. Et puis sur YouTube, on s'approche tout juste des 1000 abonnés. On est un peu en retard dans le game YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi là-bas. On marque notre petite pause habituelle et puis on se retrouve pour discuter des Cavs. Je te lance en premier, Camille, sur la question de base qu'on avait travaillée. Sur la question de base, putain, En gros, en quoi c'est une bonne j'ai plus surprise, sous enfin, les yeux. très large. En quoi c'est une bonne surprise? Ouais. Bah, il y a. Ah non, en fait là je te prévenais juste, je vais reprendre, j'ai une deuxième intro, t'inquiète. Ok. 26 victoires et demie, c'était la prédiction d'ESPN pour le bilan des Cavs, les fameux over-under dont on vous parle ici beaucoup. Faut être honnête, quand on avait parlé des over-under, ça nous paraissait assez logique de voir les Cavs en dessous des 30 victoires. C'était pas un over-under qu'on avait vraiment ciblé comme un peu problématique. Pourtant, on en est qu'à 14 matchs. Ils ont déjà 9 victoires. Ils ont fait plus du tiers du chemin, malgré un calendrier que beaucoup décrivent comme un peu compliqué. Alors, Camille, c'est ta première. Je te laisse le plaisir de répondre à la première question. Comment tu expliques un peu cette bonne surprise côté Cavs? Bah, la bonne surprise au niveau macro de l'équipe, sans rentrer dans les individualités, c'est grâce à la défense, clairement. Ils ont le cinquième meilleur defensive rating de la ligue, je crois, si je dis pas de conneries. Euh, et c'est principalement grâce au. Alors, bah, c'est en partie grâce à Mobley. De toute façon, on va en parler, mais on va en parler après. Mais c'est en partie grâce à lui, et c'est parce qu'il joue big. Enfin, c'est une équipe vachement à contre-courant en ce moment. En fait, il joue super big. Et du coup, bah, alors, on va voir, on en parlera peut-être après, ça les pénalise offensivement, mais défensivement, grâce à ça, ils sont bons parce qu'ils sont juste super longs et ils contestent bien, surtout au cercle. Et qu'avec Mobley et Allen, ils ont deux types. Alors Mobley avec un profil un petit peu un peu plus switch, mais un peu plus polyvalent, mais avec Allen, ils ont ces profils de type anchor, comme on les appelle, qui peuvent piloter une défense au poste le plus important. Donc voilà. Et notamment donc quand ils jouent big, en fait, quand les deux jouent ensemble, ils ont un super defensive rating de 97,5. Par contre, ils sont pourris offensivement, quoi. C'est ça, on va en parler. Une équipe un peu déséquilibrée des Cavs. Et effectivement, Madiane, on peut aller dans ce côté-là. C'est vraiment la défense des Cavs qui explique la bonne surprise et notamment une activité, notamment à la contestation, où ils contestent tout. On sait que Mobley et Jarrett Allen sont sur le podium des joueurs qui contestent le plus de tirs alors qu'ils sont dans la même équipe. Donc on peut voir que c'est vraiment la défense qui est la clé de la réussite à l'heure actuelle.
Tout à fait. En fait, ils limitent énormément les pourcentages au tir adverse. Et en plus, ce qui est à noter, c'est qu'ils sont propres finalement dans leur défense et ils concèdent très peu de fautes. Et ça, c'est clairement un très bon indice de la qualité du travail défensif effectué par cette équipe parce que en plus d'être très fort à la contestation, en plus ils ne laissent pas beaucoup de lancers sur la table et ça ça te donne de base une excellente défense et le pourcentage de tirs réels des équipes adverses est là est souvent faible en fait face aux Cavaliers parce que peu de lancers, très bonne contestation au tir, ça rend la défense très compliquée. Là où la défense a du mal, finalement, ce n'est pas de la faute de la défense, c'est sur les contre-attaques et sur les paniers suite à des pertes de balles. Donc il y en a énormément de paniers suite à des pertes de balles et finalement c'est l'axe d'amélioration de la défense mais qui n'est pas lié à la défense donc ils se font plomber par un élément qui n'est même pas lié à la qualité intrinsèque de cette équipe défensivement. C'est vrai, on va être obligé d'en parler à un moment de l'attaque, mais peut-être concentrons-nous sur la défense et on va peut-être essayer. Je pense que tu as déjà un peu lancé la question, Madiane, sur la contestation, c'est bien, mais ça révèle peut-être une autre chose. Camille, c'est un peu la difficulté qu'a cette équipe et c'est un problème qui va être récurrent. On va en parler beaucoup. Ils n'ont pas d'ailier en fait. Ils n'ont pas d'ailier et du coup, on peut apercevoir dans certains match-ups et moi je pense que ça va s'accélérer au vu de leur calendrier quand ils vont jouer de très bons ailiers, parce que je trouve que leur calendrier a été un peu clément à ce côté-là. De ce côté-là, quand on enlève Isaac Okoro peut-être sur les postes arrière et sur l'aile il y en a pas, ils peuvent être en difficulté sur la défense en dehors de la raquette. Je suis d'accord. Après, petit bémol, tant qu'ils auront cette qualité de protection de cercle, au final, ça mitigera le truc. Moi, je pense je pense que vraiment leur défense, pour moi, on peut dire que c'est quasi une valeur sûre pour toute la saison. J'ai pas trop de doute à ce niveau-là. Après, je suis d'accord qu'au niveau des match-up individuels, c'est sûr, hein, vu leur profil, ils ont un roster qui est hyper bizarre. Hein. Ils ont zéro bon wing en fait, quasi. Leur meilleur wing, c'est qui? C'est Cedi Osman. Donc voilà. Et alors que dans la NBA d'aujourd'hui, c'est la position la plus importante quasi. C'est là où tu as besoin d'avoir des mecs polyvalents, parce que du coup, ça te permet d'être hyper flexible au niveau de tes line-up et tout. En fait, eux, bon, ils ont un coach qui en plus aime le faire. Quand il était à Memphis, le mec il joue rétro, hein, il aime bien jouer big et tout, mais en fait, en soi, ils sont un petit peu obligés de le faire. Peut-être pas au point où ils le font. Ils étaient peut-être pas obligés de démarrer avec Markkanen en 3 la saison, mais ils ont pas trop le choix en fait parce que ils ont des gardes tout petits et que des bigs sinon. Donc il y a pour l'instant en fait, je suis d'accord. Vu leur calendrier, ça n'a pas pu être exploité défensivement et pour l'instant on voit les problèmes que ça pose offensivement parce que ils ont des problèmes, ils peuvent pas se projeter en contre-attaque, ils ont pas d'athlètes en fait sur les ailes, donc du coup ils jouent hyper lentement et sur demi-terrain, et ce qui va être encore plus le cas d'ailleurs avec l'absence de Sexton. Mais c'est sûr que ouais, ils ont un roster qui est hyper bizarre à ce niveau-là et ils ont les mains liées en fait un petit peu parce que ils auront pas de flexibilité. Hier, tu vois, quand ils reviennent contre Boston, ils reviennent en jouant small, mais ça marchera pas tout le temps parce qu'il y avait des mecs qui étaient sur le terrain, ils étaient obligés de faire jouer Denzel Valentine, quoi. C'est un peu chaud, quoi. Ça marchera pas Denzel toute la saison, Valentine. ça passera pas toute l'année, ça. Denzel Valentine qui est tenté des grands 3 points. On a un peu parlé de la défense, on l'a un peu sous-entendu, on va faire un focus joueur par joueur. Parlons un peu de l'attaque. Je sais, Madiane, quand tu es arrivé dans la salle de conférence pour enregistrer, directement au bout de 42 secondes, tu m'as parlé de l'attaque avec un visage horrifié. Donc parle-nous de cette attaque. Madiane, elle est 22e en NBA et au tout début de la saison, alors les ratings bougent beaucoup, c'est logique avec le peu de matchs qu'il y a, mais ils descendent très très vite et c'est pas très surprenant parce que c'est une attaque qui galère un peu, on l'a déjà sous-entendu, Madiane. Ouais, c'est une attaque qui galère énormément et finalement c'est pas étonnant au vu finalement du matériel qu'ils ont. C'est le matériel qui fait qu'ils ont du mal en attaque parce que mine de rien, t'es big, ben c'est très bien et d'être grand c'est très bien pour aller défendre, mais en attaque ils ont énormément de mal. Alors ils arrivent à trouver leur grand
sur quelques backdoors, ils arrivent à gratter quelques points faciles. Moi, j'aime beaucoup le jeu de Darius Garland, on en reparlera après, mais des fois, enfin, ça tient à tellement peu de choses. Ça tient à un Ricky Rubio qui, ben, du coup, des fois, il a des séquences où il est extrêmement fort d'un seul coup, mais au global, ça reste une prestation, enfin, ça reste Ricky Rubio, quoi. Donc, c'est pas un énorme joueur offensif, c'est pas non plus le meilleur playmaker, clairement. Et du coup, moi, je trouve qu'ils sont stéréotypés, que le ballon ne tourne pas très bien, que les systèmes sont, enfin, il y a peu de systèmes finalement qui fonctionnent et ils arrivent très vite à paniquer en fin de possession parce qu'ils ont pas de panier facile, ils trouvent pas de solution, ils font n'importe quoi, perte de balle, contre-attaque, 2 points. J'ai vu ce scénario se répéter énormément où ils arrivaient en fin de possession avec pas grand chose de construit et pas finalement l'ombre d'un début d'action collective pour marquer un panier simple qui se profilait. 28e équipe aux pertes de balles. Attention, ce qui fait très mal, c'est que les équipes qui les entourent, on a 30e du Houston qui est en train de... Je note juste, mais Houston perd le ballon sur 20% de ses possessions. C'est un chiffre complètement lunaire. Et Orlando, donc 28-29, on est quand même sur deux équipes qui sont en grande difficulté. C'est grave, hein. Ouais, et l'équipe juste au-dessus, c'est New Orleans. Donc ça vous donne une idée, ils sont pas bien classés au niveau des pertes de balles. C'est une équipe, on l'a dit, jeune. Et peut-être, Camille, je vais peut-être te lancer sur aussi, ils ont, avec la perte de Sexton, on le rappelle, hein, Colin Sexton est blessé actuellement, ils ont peu de porteurs de balles. On a cité Garland, on a cité Rubio, c'est tout. C'est-à-dire que même maintenant qu'on commence à mettre Okoro plus sur un poste 2, qu'on essaye de le mettre en confiance, on va y revenir, on aura une partie Isaac Okoro. On voit que c'est un joueur balle en main qui est extrêmement limité. Mobley peut faire quelques petites passes, mais on voit qu'il manque de mecs capables de porter la gonfle. Ouais, je suis d'accord. Et là où pour moi l'absence de Sexton aussi elle va se manifester, c'est au niveau des paniers faciles éventuellement en contre-attaque parce que du coup il jouait déjà lentement avec lui, mais là après là ça fait pas beaucoup de matchs qu'il est pas là, mais on voit il s'est encore régressé au niveau du rythme et au niveau des points en contre-attaque qu'il met. Donc du coup ça met une pression effectivement ça met une pression malade sur leur attaque sur demi-terrain. Ou du fait qu'il joue souvent big, il y a zéro spacing parce que déjà les bigs, tu peux en dire ce que tu veux, même si c'était Miles Turner, il y a personne qui va les respecter. Si t'es pas Porzingis, quoi, au niveau shooting, il y a personne qui va te respecter. Donc ils sont les mecs, ils bossent dans des espaces hyper restreints. Pour moi, alors, ils arrivent à s'en sortir parce que du coup, par la verticalité plutôt, parce au niveau du spacing vertical avec Mobley et Allen, ça va. Mais sinon, pour moi, ouais, je suis d'accord, il y a trop de pression. Enfin, au bout d'un moment, il va y avoir trop de pression sur Rubio et Garland à la création. Et après, si tu descends les échelons, on revient au problème des wings, mais en termes de création secondaire, pour moi, Osman, pour l'instant, il est bon cette saison, mais quand je vois leur match, il y a un peu trop de pin down pour weak side pour Osman en sortie d'écran qui après doit créer. Niveau création secondaire, ils ont derrière Garland et Sexton, ils ont rien du tout. Ils ont un petit peu de high-low pas trop dégueu entre Allen et Mobley fait des trucs sympas sur short roll, mais c'est pas de la création principale, ça. Puis on va y revenir. Tout revient vraiment ce problème d'arrière et puis la perte de Sexton qui est très importante. Madiane, est-ce que tu as un truc à dire parce que ça reste quand même une équipe. On va revenir à la fin sur le destin collectif, mais ça reste quand même une équipe jeune. Donc on a décidé dans cette émission, j'ai envoyé la trame à Camille et à Madiane d'aussi se concentrer sur peut-être les destins individuels de certains joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs haut draftés. On parle peu de Cleveland, donc ça serait intéressant. Mais avant de faire ça, Madiane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur un peu la vision collective de cette équipe? En fait, je trouve que c'est leur matériel qui les limite grandement et c'est pas l'intention de jeu qui leur fait défaut, c'est vraiment ils ont pas le matériel ou la défense est obligée de faire certains choix et donc ça complique énormément leur tâche. La défense peut faire l'impasse sur énormément de choses. On parlera de certains joueurs sur lesquels défensivement tu peux quasiment ne pas défendre sur certains des joueurs de cet effectif et ça ne change pas grand-chose. Donc finalement, ils sont pas mal coincés par la qualité de leur matériel. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on leur demande? Est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit une équipe très forte offensivement?
moi, au vu du profil des joueurs, c'est pas ce que je leur demande et ils font vraiment un travail finalement qui est à la hauteur de ce qu'on pouvait envisager et même super à ce qu'on pourrait attendre. Moi, honnêtement, au vu du matériel de base, lors de la précédente, j'avais énormément critiqué l'idée de jouer grand, enfin leur construction qui à mes yeux n'a pas de ne trouvait pas grâce. Finalement, c'est moins pire qu'attendu. Ça reste pas très bon. Il y a des joueurs du coup qui sauvent un peu le navire. Je trouve que Ricky Rubio fait quand même une saison décente et ça passe. C'est Osman, je trouve que voilà, c'est un joueur bon, c'est pas un foudre de guerre, C'est un mais il bon arrive. remplaçant NBA. Voilà, mais il donne ce qu'il a donné et Mais il est si pas c'est ton décevant. meilleur wing, c'est chaud quand même. Offensivement, c'est Mais c'est compliqué hein, cette équipe. c'est leur Euh, roster, ouais. De toute façon, là, on en revient toujours au même truc. Il est construit trop ouais, c'est le bizarre. roster. Hein. Il n'est pas fait C'est une affaire de pour roster. la NBA d'aujourd'hui. Eh bien, ce roster, on va essayer de l'analyser point par point. Alors, on nous a peut-être trouvé dur avec le bilan collectif, mais on va y revenir à la fin du match, à la fin du podcast. On ne joue pas un match. Il y a un élément assez intéressant avec ces Cavs-là. Quand on prend les stats, notamment d'un site comme Cleaning the Glass, quand on regarde le net rating, ils ont un net rating à 1.3. C'est-à-dire qu'ils ont un net rating en gros, les classes 14, 15e de la NBA. Ils sont à 9 victoires, 5 défaites. On verra que ils ont peut-être un petit peu certains éléments, notamment les fins de match, qui vont de leur côté. Si on part sur une analyse individuelle des joueurs avant de faire un petit point sur la reconstruction, on est obligé de commencer par Evan Mobley, donc le rookie sensationnel, dont on parle beaucoup à l'intérieur d'une classe de draft, dont on parle beaucoup plutôt globalement. Madiane, je vais te relancer avant de lancer Camille, parce que c'est un point sur lequel on s'était arrêté, toi, moi et il y avait Alan, qu'on salue à cette époque-là. Alan est toujours là, c'est juste dans le podcast en question. On avait dit que du côté de Cleveland, il n'y avait pas encore le précieux, la clé de la reconstruction, le joueur qui te permet de te projeter dans l'avenir. Ça fait peu de temps, on n'a pas encore 15 matchs d'Evan Mobley, il s'agirait de se calmer, mais est-ce que là, pour la première fois depuis le départ de LeBron James, on a ce joueur-là? Oui, j'ai la sensation qu'ils ont quelque chose qui a l'air prometteur et on va lui dresser beaucoup de louanges à ce joueur. Et moi, je trouve que ça signale quelque chose de très important, c'est que ils ont drafté un joueur dont ils n'avaient pas besoin sur le papier au vu de l'effectif. Et c'est ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est prendre le meilleur joueur possible au moment où tu le draftes. Et je l'ai vu dans certains boards en 2, et je trouve qu'ils ont fait un excellent choix en le prenant à leur position en 3, parce que oui, il est prometteur, il a ce qu'il faut, et puis ensuite tu trouveras un moyen de bazarder les autres joueurs. Donc oui, clairement, moi je trouve qu'ils ont trouvé le précieux, et je les félicite parce que dans leur position, il aurait été aisé de tenter quelque chose au fit plutôt que de prendre le meilleur joueur qui était là. Et visiblement, c'était bel et bien le cas. C'était lui le meilleur joueur à ce moment-là de la draft. Ils l'ont pris. Bravo à eux. On y reviendra peut-être avec la reconstruction. Là où je mettrais un petit bémol, c'est que pour moi, c'est au fit, tu drafts peut-être quand t'as ton meilleur joueur. Et ils avaient peut-être pas encore leur meilleur joueur ou le meilleur joueur qu'ils pouvaient espérer. Si on se concentre sur le terrain, Camille, qu'est-ce que t'as vu dans Mobley? On en a parlé, je sais, avant d'enregistrer. On fait tous, même, je crois, tous les trois partie de cette confrérie qui évite de regarder beaucoup d'images des prospects avant qu'ils arrivent en NBA. Donc, du coup, qu'est-ce que t'as vu en regardant les matchs de Cleveland? Alors moi, le premier truc qui frappe, effectivement, on en a parlé avant, c'est la fluidité de ses mouvements, quoi. Tu vois direct que bon, t'es dans un truc, la NBA, c'est les meilleurs athlètes du monde, mais parfois t'as ces mecs-là qui arrivent et tu te dis, eux, ils sont encore différents des autres, quoi, tu vois. Et lui, la façon dont il bouge pour sa taille, tu vois pas ça tout le temps. Donc en plus, le truc, c'est que là, pour l'instant, on va dire peut-être son plus gros point fort, c'est défensivement, en fait. Pour un rookie, il est hyper avancé au niveau de ses lectures et de ses rotations et les trucs comme ça. Et du coup, comment dire, ça fusionne avec ses qualités de mobilité. Et du coup, en fait, il est déjà, en fait, si tu veux, quasi un des meilleurs défenseurs de la ligue, peut-être. Donc, et du coup, en fait, il est déjà peut-être pour moi. Alors,
je vais dire pierre angulaire, et au final, comment ça s'articule dans le système, en fait, du fait du poste, la pierre angulaire, c'est peut-être plutôt Allen, mais pour moi, j'ai l'impression que ça repose déjà plus sur Mobley que sur Jarrett Allen, parce que Mobley t'offre plus de flexibilité. Et d'ailleurs, si tu regardes les chiffres, tu vois que, en fait, quand l'un joue sans l'autre, en fait, leur défense, elle se maintient bien avec Mobley tout seul et pas avec Allen. Donc pour moi, c'est son gros point fort. Après, je sais pas si tu veux, si on passe sur l'attaque, si tu veux lancer quelqu'un d'autre, je mais veux le scouting report. Vas-y, Camille de... bah, en attaque, et pareil, on en parlait vite fait avant de démarrer. Pour moi, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est qu'il a pas trop de points faibles. Au pire, on peut en parler direct, c'est il est bidon sur les écrans. En fait, il met pas vraiment de contact physique. En fait, si tu veux, il veut tout de suite slip en fait et partir vers le cercle. Donc du coup, l'inconvénient, bah, c'est que ça te donne zéro avantage à ton porteur de balle. Euh, pour moi, franchement, offensivement, c'est quasi son seul point faible, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il fait tout au moins niveau moyen, si ce n'est bien ou très très bien. On va dire le très bien, par exemple, c'est le spacing vertical, c'est déjà une grosse menace sur roll. Et après, il a un petit peu de handle. Il est dans le match contre les Knicks, par exemple, dans le dernier quart-temps, à un moment, il se retrouve au périmètre avec la balle face à Mitchell Robinson. Il lui a posé un in-and-out dribble. Le mec, il a fini dans les tribunes et ça a fini en dunk, quoi, tu vois. Et après, je trouve qu'il y a une bonne dose de passing aussi, parce qu'en plus, c'est un peu galère, parce que du fait qu'il joue très grand, en fait, il se retrouve, à part quand il joue seul big, il se retrouve jamais dans des situations avec beaucoup d'espace et tout, et c'est souvent que du short roll avec beaucoup de monde et tout, donc les décisions, elles sont encore plus compliquées. Et je trouve qu'il fait un plutôt bon boulot au niveau du passing. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont une bonne complicité avec Allen sur des séquences high-low un peu dans les deux sens. Et voilà. Et après, je sais pas si vous voulez attaquer le post-up, vous. Mais, Bah en fait, moi, je pense qu'on peut résumer, moi, mon sentiment avec... Ça rejoint un peu ce que tu as dit avec avec Mobley, pardon. Pour moi, ses défauts, et je mets de grosses guillemets, actuels sont soit c'est normal ou c'est corrigeable. Et ça, ça fait pas très peur en fait. Tu parlais très justement. Je pense qu'aussi ça se voit notamment son manque de puissance, peut-être qu'on peut voir sur les écrans. Ça se voit au poste en fait, comme t'allais le dire, au poste. Comme il joue avec deux grands, la plupart du temps, comme beaucoup de joueurs NBA jouent avec à côté de leur pivot, jouent avec un ailier parfois un petit peu petit. Il a souvent l'avantage de taille, mais en réalité, il profite très rarement de cet avantage. Je pense au match contre Charlotte. Miles Bridges est quand même un joueur qui est assez puissant, très puissant même, mais on voit bien que bien souvent contre ces joueurs-là, contre ces petits, les joueurs plus petits que lui, bah, il va essayer de poser un dribble, puis de haut panier, il va faire un turnaround, il peut en mettre, il en met un contre Boston à la fin qui est assez dingue, et c'est déjà incroyable de voir qu'il a cette panoplie-là. Mais ouais, c'est un petit défaut. Moi, j'ai aussi noté le toucher, pas à mi-distance, pas près du panier, mais entre les deux, où parfois il va louper quelques... Ce que j'ai mis sur mes notes, moi, c'est parfois il n'arrive pas à tout combiner sur une même action. C'est-à-dire que parfois il va être en face-up, il va réussir à éliminer son vis-à-vis et au moment de terminer, mettre le petit lay-up, il n'y arrive pas. Mais ça, pour moi, c'est du détail et on parle d'un mec qui a 15 matchs en NBA. Donc ça va se corriger de tout seul. Madiane, qu'est-ce que t'en dis? Là, on est très positif sur lui. Mais il y a de quoi être positif, hein, clairement. Enfin, il faut pas non plus avoir des exigences dingues. Les exigences, un joueur qui démarre sa carrière en NBA, bah enfin, clairement déjà, par son envergure, il est très chiant pour tout le monde. C'est très chiant un joueur qui arrive à se déplacer ainsi et qui a en plus des longs bras. Moi, je trouve qu'il a aussi une aisance avec la balle. On en parlait où on sent que le ballon est son ami. Des fois, il y a des joueurs, notamment un dans cette équipe, on sent que le ballon c'est pas son ami. Lui clairement, il a du skill. Je trouve que le tir est fluide. Il y avait des critiques sur son tir. Euh, bon, après, il y avait eu aussi de l'enflammade et du coup des critiques qui disaient oh, on se calme, etc. Moi, je trouve qu'en fait, il a une base. C'est surtout ça, c'est la base sur laquelle construire. Quand on regarde son tir, on se dit pas ça a posé problème, faut repartir de zéro, etc. Non, on se dit ok, il y a de la fluidité, il y a un geste on peut faire quelque chose à partir de là, et je pense que ça va être de pire en pire. Et voilà, au niveau des défauts, vous en avez parlé. Oui, bon, il est pas assez physique, c'est normal. Il arrive en NBA, le mec sort à peine et il arrive en NBA. Tous les joueurs qui débarquent en NBA, on pourrait leur faire ce type de remarques. Il y a très peu de
gros physique d'entrée de jeu chez les rookies, ou bien soit ils sont très très haut dans le draft parce qu'en plus ils ont les skills, soit ils ont pas les skills et dans ce cas il faut développer tous leurs skills mais ils ont le physique. Moi je préfère l'inverse, clairement. Hmm. Moi, dans mon profil de joueur que j'adore, je préfère d'abord les skills avec le ballon et une base physique ok sur la taille et l'envergure. Et puis après, il prendra du muscle et effectivement, il sera meilleur en post-up, il pourra chercher plus de fautes vu qu'il a il a un vrai geste. Clairement, moi, je suis pas inquiet sur le ratio de conversion. Il tourne pas loin des 80% au lancer franc, donc c'est un très bon indice sur le fait que quand il va réussir à choper plus de fautes et à l'intérieur, c'est bien possible, surtout quand tu as de longs bras. C'est très facile d'aller chercher le contact du coup sur ses tirs et du coup d'être sur la ligne. Moi, je trouve qu'il y a énormément de choses en bien qu'on peut dire et en plus, je trouve que le contexte offensif dans lequel on voit des choses et on voit qu'il peut s'exprimer, il y a aussi une intelligence parce que au vu de l'espace qu'il y a autour de lui et à quel point le jeu offensif des Cavs est compliqué, il se débrouille très bien. Moi je le vois mettre des backdoors, il les lit bien, il fait le bon appel. Rubio c'est un meneur intelligent, il arrive à le trouver derrière. Moi je trouve qu'il y a aussi une analyse du jeu offensif de l'équipe qui m'a l'air à développer. Donc il y a que des bonnes choses à dire sur ce joueur. Quelque chose à rajouter, Camille, sur Mobley, ou on peut... Ouais, juste un petit truc. Moi, pour moi, le gros, si on extrapole à fond, le gros point d'interrogation qui fera sa carrière enfin, qui montera très 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 haut ou pas nécessairement, c'est le jumper, je pense. Parce qu'au final, tu prends un mec comme le mec avec qui on va faire que de le comparer, de toute façon, c'est Davis. Davis, il a un super toucher près du cercle, machin, sur post-up, tout ce que tu veux. Même son jumper, il a l'air fluide, il est joli, mais c'est jamais devenu un très bon shooter à 3 points. Ça l'a jamais été. Et donc, du coup, en fait, le truc, c'est que lui, pour l'instant, moi, quand je le vois, et son jumper, pareil, il est joli, je trouve qu'il a du toucher à mi-distance, mais pour l'instant, le spacing qu'il te procure, il est que théorique. Il se tient derrière la ligne, mais il y a personne qui le respecte, c'est normal. Et en fait, du coup, après, les possibilités qu'il peut te débloquer sur pick and pop ou des trucs comme ça va vachement dépendre de son jumper. Parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, sur post-up, c'est normal, il est encore gringalé, et ça, en fait, tu vois déjà, en fait, que rien que la façon dont il bouge, les appuis qu'il a et tout, une fois qu'il aura plus de force et tout, et il sera forcément bon sur post-up. Mais le jumper, c'est un point d'interrogation parce que si tu prends l'exemple d'un Davis, son jumper, il est joli, il a dû toucher jusqu'à 4 ou 5 mètres, mais au-delà de ça, c'est pas il dit en fait, peut-être que dans l'inconscient collectif, on pense que c'est un bon shooter parce que il a mis des buzzers comme contre les Nuggets ou des trucs comme ça et que dans la bulle, il était en feu à mi-distance, etc. Mais au final, c'est pas un bon shooter extérieur. Est-ce que lui, ça restera de ce côté-là ou est-ce que ça deviendra plus un Towns, un truc comme ça? Après, Towns, pas garanti parce que lui, il a très vite, très bien shooté. Mais ça, c'est un truc, parce que de toute façon, enfin voilà, c'est le skill le plus important quasi dans la ligue aujourd'hui, c'est le shooting. Et si, en plus, il chope un jumper, un super jumper, et même jusqu'à 3 points, là, ouais, ça va commencer à devenir, là, tu peux commencer à parler d'un make all time parce que, rien que défensivement, en fait, là où on pensait toujours que Cleveland, ils étaient un peu baisés, c'est parce qu'ils ont des petits gardes et tout. Mais si tu chopes un mec comme ça qui est générationnel défensivement, ça change tout en fait pour la construction de ton roster pendant une décennie, voire plus, tu vois. Un mec aussi grand et aussi rapide, c'est ça qui est extrêmement étonnant chez lui. C'est ce qui marque quand tu le vois. Tu vois un mec grand aussi rapide et aussi fluide dans ses déplacements, ça fait bizarre. Et c'est incroyable. Et en plus de ça, de l'autre côté du terrain, moi je trouve que la clé du jumper sur son apport offensif, c'est très important parce que faut se rappeler de l'envergure qu'il fait. Il va pouvoir tirer au-dessus d'énormément de monde. Faut se rendre compte que au vu de la mécanique qu'il a et qui a l'air ok, et du coup derrière, si son tir s'améliore, c'est un vrai problème à mes yeux pour les défenses parce qu'en fait, il peut tirer au-dessus dans une ligne
où en fait il y aura pas énormément de matériel à lui envoyer dessus parce qu'il est vraiment, enfin son profil physique est bizarre, il est vraiment grand en fait. Enfin, enfin de par la longueur de ses bras, il tire vraiment haut, je trouve. Et donc avec un jumper en plus, ça va être très compliqué à défendre. De toute façon, le pick J'ai un and petit pop. rectus parce que ça me fait penser à l'argument Mobamba. Il y a un moment, on disait ça à Mobamba, le jour où il va tirer Ouais, pour mais 100 points. Mobamba, le ballon est pas son ami. Ah, d'accord. La grosse Ouais, vas-y Camille, je te Non, laisse mais je disais, enchaîner. de toute façon, au final, le pick and pop, si t'as un mec qui sait shooter, c'est impossible à défendre. Tu peux faire ce que tu veux. À partir du moment où il y a une pause d'écran, t'es obligé d'avoir un minimum. Soit tu switches, mais sinon le big, t'es obligé qu'ils mettent un minimum un pied dans la raquette pour prévenir contre le. Ou alors, sauf si t'as un mec que tu peux ignorer, mais si t'as une attaque, bon, c'est pas leur cas là aujourd'hui, mais si t'as une attaque qui est pas composée que de non-shooters, un pick and pop, en fait, en vrai, il y a rien à faire, quoi. Les trois quarts du temps, t'es obligé de laisser shooter le big. Donc, si À le noter mec, juste pour peu. comment? Ah, vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, non, mais je disais juste, si le mec, il a un jumper qui est fiable et qui est, enfin, même voire dévastateur, tu peux rien faire après. On parle beaucoup de son attaque. J'aimerais bien qu'on termine, peut-être qu'on clôt le chapitre Mobley, mais aussi dire que là où c'est une anomalie, c'est que dernièrement, les pivots, ou en tout cas les intérieurs choisis hauts qui dominent directement défensivement, ça n'existe pas. Enfin, les derniers intérieurs choisis hauts, Ayton a pris beaucoup de temps. Souvenez-vous de la première saison. C'est pas le même Ah profil, mais oui. les intérieurs, Ayton a beaucoup galéré. Wiseman est dans sa deuxième année. Wiseman galère beaucoup. Donc, il faut souligner ça aussi, c'est d'avoir un tel impact. Alors, il y a forcément une relation avec Allen, je trouve. Notamment, on parle beaucoup de leur, leur secteur autre que leur duo du coup qui est parfois en défense en difficulté, ça les aide à être plus agressifs, mais notez ça aussi qu'arriver d'être tout de suite très bon en défense, ça n'arrive pas normalement et ça faut souligner. D'ailleurs, dernière chose, j'ajouterais juste, je pense qu'il faut éviter de trop le mettre en 5. J'ai peur du syndrome Jaren Jackson où un joueur est bon en 4 à un côté d'un autre 5 et qu'on cherche trop à le pousser trop vite en 5 en fait. Qu'on continue à l'habituer au poste 4 et qu'on le glisse vers le 5 et qu'on n'essaye pas de faire avec certains joueurs, on veut direct les positionner au poste 5. Allen, justement, c'est notre prochaine séquence, fait un début de saison assez bon. Et Madiane, je vais te demander, est-ce qu'on s'est pas un peu trompé sur son contrat? Il faut dire que quand on a parlé des plus mauvais contrats de l'intersaison, on avait dit qu'Allen, 20 millions par an sur un pivot qui a quand même un répertoire assez limité, c'était très généreux. Alors ce répertoire n'a pas changé, hein, mais est-ce que tu as un peu évolué à ce niveau-là? Non, 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 parce que je comprends toujours pas. Il fait. En fait, je rappelle en fait une phrase qui est très importante. Les contrats ne jouent pas sur le terrain. Allen est un très bon joueur, enfin un bon joueur, un bon pivot. On l'avait dit au moment de l'arrivée de DeAndre Jordan au Nets, on était tous persuadés à ce moment-là que c'était lui le meilleur pivot des deux, et c'était vrai. Euh, Cleveland s'est glissé dans un échange, l'a récupéré, c'est un bon joueur, ok. Moi, je reste persuadé que balancer autant d'argent dès maintenant sur lui, ça avait pas de sens. Parce que tu te battais contre personne et que je vois pas qui allait poser autant d'argent sur la table sur Jarrett Allen. Enfin, ça me paraissait quand même bizarre. Après, le joueur en lui-même est bon, mais le contrat, je le comprendrais sans doute pas. Mais je n'ai rien à dire sur les qualités du joueur. Défensivement, c'est cohérent. Ça se voit. Il va toujours réussir à récupérer quelques points et d'ailleurs pareil hein, dans la fin de match face au Celtic, je crois que c'est lui qui met les deux derniers points un peu décisifs sur une backdoor. Voilà, c'est bien, mais c'est pas le pivot sur lequel je mise des contrats. Moi, quand je mets un contrat sur un pivot, il faut qu'il soit incroyable. C'est pas le cas de Jarrett Allen. Enfin, faut se calmer 5 minutes. Ah, donc le constat a pas changé, Madiane. Et si on parle du coup de l'apport terrain, je sais plus où j'ai entendu ça, mais Camille, j'avais entendu. Est-ce que c'est pas le meilleur joueur en fait, tout simplement des Cavs en ce moment? Enfin, il y a un débat qui peut se poser parce que c'est vrai que là où Mobley, on est tous d'accord pour dire que Mobley sera un meilleur joueur dans peut-être même dans 6 mois, peut-être, mais à l'instant T, est-ce que c'est pas le meilleur joueur des Cavs? Moi, je pense que c'est Mobley leur meilleur joueur. Ah. Et pas Allen du coup.
Moi, je pense, enfin, si tu me demandes ce que je pense, ouais, moi, pour Ouais. moi, aujourd'hui, c'est déjà leur meilleur joueur, Mobley. Ah, ok. Et ben du coup, j'ai raté mon lancement en tout cas. Du coup, qu'est-ce que t'en penses de ce début de saison de Jarrett Allen qui, moi, je trouve un petit détail, Madiane, qu'il faut noter. On peut parler de la défense. Je l'ai vu sur séquence sur Bradley Beal. J'ai vu bien évidemment, on a beaucoup parlé de ce qu'il avait fait sur Damian Lillard en fin de match. Je trouve qu'il développe une capacité à quand même switcher au large. Alors, c'est pas Mobley, hein, mais ça se développe petit à petit. Ouais, c'est décent. Ah, C'est je tout à comptais fait lancer ok. Camus. Bref. Et je prends la balle au bon. Non, non, je trouve justement que ben, c'est ce qui leur permet de jouer aussi grand. Hein. Si Allen était exposable, ça aurait été compliqué d'avoir une défense si forte et si cohérente. Oui, oui, non, c'est très bien ces progrès. Moi, je trouve quand même que il y a énormément de bonnes choses, notamment on le disait sur la contestation des tirs, c'est très propre, etc. Mais bon, moi, je reste pas fan. Je rappelle que son contrat termine en 2025-2026. T'es marié avec Jarrett Allen jusqu'à ce moment-là. À Ouais, mes mais yeux, c'est compliqué. le cap pour augmenter. Ouais, je vais réussir à te lancer Camille. Jarrett Allen. C'est bon, je fais même plus de questions. Jarrett Allen, du coup. Jarrett Allen, ouais. Non, mais moi, sans parler de même meilleur joueur de l'équipe tout court, même défensivement, je suis pas sûr que. Moi, je pense que leur meilleur défenseur, c'est déjà Mobley. Parce Oui, qu'il te permet de faire plus de trucs, il te permet de faire plus, il te permet d'être plus flexible, alors qu'avec Allen, ok, des fois il se retrouve dans des situations à switch, mais ça fait pas partie du schéma tactique de base. En fait, si tu veux Allen, tu vas faire du drop avec lui. Et Mobley, pour moi, il est déjà beaucoup plus complet, et en plus, il t'offre déjà la protection de cercle avec plus de mobilité et des possibilités de faire des rotations plus longues. Et d'ailleurs, là où tu le vois que c'est très rare pour un rookie d'être aussi fort défensivement, que ce soit de par ses apports, de par ses atouts physiques, que sa lecture, c'est que ils l'ont pas trop fait ces derniers matchs là, mais il y avait un moment où il jouait beaucoup en zone, une zone 2-3 avec trois mecs en haut et Mobley qui était dans l'axe sur les trois joueurs en haut. Et du coup, en soi en fait c'était carrément le poste le plus important de la zone. Et du coup, en fait, lui, il arrivait à la faire fonctionner parce que bah, déjà, il est les trois quarts du temps au point d'attaque en haut de la zone et même les meneurs ont du mal à le prendre en sortie de dribble. Et en plus, il avait toujours le bon timing pour redescendre quand la zone était étirée et que tu avais un des deux mecs en bas qui devait sortir dans le corner et que ça finissait avec un drive. Il avait souvent, je trouve, le bon timing pour aller aider au cercle d'une position hyper haute et du coup, au final, c'était lui la pierre angulaire malgré tout du système dans cette zone. Donc pour moi, c'est pour ça que pour moi c'est le meilleur joueur parce que le point fort de Jarrett Allen c'est le côté défensif et pour moi Mobley est déjà plus fort que lui et offensivement leur palette elle est sans comparaison possible. Ok, et ben on peut continuer. C'était un épisode, on est plutôt positif là, mais il y a toujours une petite ombre au tableau. Cette ombre au tableau, il faut pas enterrer les joueurs, mais ça va être Isaac Okoro. Je vais me permettre de parler en premier sur Isaac Okoro parce que c'est le fier représentant du club des ailiers qui n'ont pas de shoot que pour une raison qui m'échappe toujours, j'adore souvent. En fait, Isaac Okoro, donc joueur de deuxième année, blessé, donc il n'a pas débuté la saison, il est revenu depuis quelques matchs. Euh, c'est très compliqué. C'est une question théorique, hein, Isaac Okoro, mais en NBA actuellement, quand tu arrives et que tu vas être repositionné, c'est ce qu'a dit le coach Debbie Burgerstaff sur un poste 2, donc tu vas être repositionné à l'arrière. Euh, Quand tu n'apportes offensivement ni de playmaking ni de tir, c'est très compliqué. Alors Isaac Okoro, défensivement, euh, il est certes un peu petit, mais c'est intéressant. Enfin, il fait les efforts, il est très puissant du haut du corps, donc il n'y a pas trop de problèmes. Offensivement, et je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai regardé tous les 3 points qu'il a pris cette année. Il en a mis 2 déjà en plus de 150 minutes jouées. Déjà, c'est très peu. Et il prend uniquement des 3 points où il est très, très ouvert. C'est-à-dire, il y a une erreur défensive en face, il est tout seul. Franchement, c'est un shoot d'entraînement et il les rate.
Et c'est là où c'est très inquiétant, c'est qu'il est à 27% en carrière. Alors, il y a 230 tentatives. On sait qu'il en faut 750 pour que ça se stabilise. Mais je trouve que à ce niveau-là, c'est inquiétant. J'ai voulu regarder ce qui s'était passé en Summer League parce que j'avais lu qu'il avait dominé en Summer League. Et oui, effectivement, il a dominé en Summer League parce qu'il était plus physique que les autres face à des joueurs qui ont pas trop d'avenir en NBA, face à des vrais joueurs NBA. On ne le respecte pas, on ne défend pas son tir. Le handle, c'est très compliqué. Il a une vision un peu en tunnel. Dès qu'il drive, déjà le dribble est pas sûr et il a du mal à écarter. Pour résumer, mon problème avec Isaac Okoro, c'est que quand on dit ça, on nous dit oui, mais il a seulement que 20 ans. Le truc, c'est que, revenons à ce que j'ai dit sur Mobley, c'est un argument que je veux bien entendre quand on demande à un joueur d'être protecteur de raquette, porteur de balle. Ce sont des missions extrêmement compliquées qui prennent plusieurs années. Isaac Okoro, offensivement, on lui demande de faire des cuts et de mettre des tirs à 3 points. Un joueur qui passe de 28% à 3 points dans ses 2 premières années à 35 la moyenne NBA, ça existe pratiquement pas. C'est 1% de tous les mauvais shooters. Donc actuellement, je suis assez inquiet et je trouve qu'on voit vraiment les limites de son profil défensif, tout simplement. C'est très dur. Est-ce que quelqu'un veut un peu rajouter un peu de lumière dans ce profil ou on est tous Je d'accord? prends l'appel, je creuse le tunnel avec toi. La tombe, pardon. Non, honnêtement, moi, je suis. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que on me dit, ok, ouais, mais il défend bien. Ouais, mais est-ce qu'il défend si bien que ça justifie la négativité de son apport en attaque? C'est surtout ça. C'est qu'en fait, un joueur défensif, profil défensif, moi, j'ai aucun mal avec ça, mais il va falloir me le justifier, en fait. Si tu me dis j'attaque à 4 contre 5, parce que ça ressemble à ça, hein. C'est j'attaque à 4 contre 5 parce que je mets lui sur le terrain, mais t'inquiète, il va limiter des points. Déjà, en NBA, l'attaque aura toujours le pas sur la défense. Donc c'est rarement justifié. Et vraiment, faut être élite de chez élite en défense. Et à un moment, je me souviens, Ben, toi, t'aimes beaucoup ça. Tu donnes une note offensive et une note défensive à certains joueurs. Mais en fait, dès lors que ta note offensive est 1, mais même un 5, enfin, même un 5 en attaque, en défense, ça rend compliqué la Même justification. un 7? Moi, Même un 7? Non, mais entre 1 et 5. Entre 1 et 5, je lui Entre 1 donne et 1. 5, ok. Je croyais que tu parlais sur Entre 10, 1 et pardon. 5, non, mais entre 1 et 5, je lui donne 1 en attaque. Et du Pourquoi coup, pas? c'est Ah, t'es compliqué. pas entre 0 et C'est 5, c'est pour ça. c'est parce que je suis pas entre 0 et 5. Mais le problème, c'est que ce joueur, en plus, tu vois que les Cavaliers misent dessus, parce qu'en plus, on lui donne la balle en main. Mais c'est cataclysmique. Isaac Okoro, balle en main, c'est la vision tunnel. Effectivement, le dribble est pas sûr. Il a gâché des ballons, des contre-attaques. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il a la balle? C'est ça le problème. C'est que je pense qu'on lui file la balle parce qu'on essaye de l'inciter à le faire, mais il a pas le talent, il a pas les skills. Et il n'y a pas un frémissement, justement, comme on pourrait voir chez certains joueurs, on se dit, ok, il y a une base et puis on va bosser dessus. Moi, je trouve que la base n'y est pas, donc à partir de là, je vois pas comment ça pourrait s'améliorer, sauf s'il y a une explosion, un truc inexplicable, mais que ce soit dans le dribble ou dans le tir, il y a rien qui me rassure. Donc j'ai du mal avec le projet. Je comprends de l'avoir tenté, mais là aujourd'hui, il m'a l'air quand même mal parti. Camille, est-ce que tu vas sauver le Bah, soldat Okoro? je suis pas venu là pour ça. Non, mais en fait, le truc, c'est que ils sont un petit peu obligés de, quand même, quand tu dis qu'ils lui filent la balle, en fait, ils sont un peu obligés parce que tu as l'impression que Mobley, il change ta trajectoire au niveau de la franchise et tout, mais ils sont encore en phase, dans une phase dans laquelle ils sont obligés de développer les jeunes, en fait. Mais par Oui. contre, tu le vois dans le match d'hier soir, par contre, quand ça devient sérieux, les mecs, ils jouent small. Donc, ils ont quatre petits et ils jouent pas dans le quatrième quart-temps. T'as Denzel Valentine qui joue, ils ont Osman, Garland, que des mecs comme ça, mais lui, il joue même pas. Donc, tu vois, en fait, ils sont obligés de trouver l'équilibre entre le fait d'être obligé de le développer, mais bon, quand c'est un peu sérieux, bah voilà, il va pas jouer. C'est ça le truc. Parce que ils ont l'impression que du coup, en fait, comme leur trajectoire, elle s'est accélérée,
là, il se dit cette année, putain, on peut jouer le play-in, voir les playoffs ou des trucs comme ça. Donc du coup, en fait, quand ça va être sérieux, tant qu'ils seront encore en course, sauf s'ils s'effondrent complètement, bah, et qu'ils seront même dans des alignements small, il jouera pas. En fait, ça, le truc, c'est que le problème, c'est que c'est exacerbé par le truc dont on parle depuis le début, c'est la construction de leur roster. Parce qu'en plus, comme ils ont que des grands, et maintenant qu'il y a plus Sexton, quand il démarre, le mec, il joue deux. Donc là, pour ton spacing, c'est terminé, quoi. On va y revenir, mais c'est vrai que Mobley pose des bons et des mauvais problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, la trajectoire s'est accélérée d'une manière qu'il pouvait pas anticiper. On va terminer un peu plus rapidement avec des joueurs qu'on connaît peut-être, enfin, Jared Allen était bien connu, mais des joueurs qu'on connaît peut-être un peu mieux, Garland et Colin Sexton. Garland déjà, alors moi, je l'ai fait sur le WhatsApp de l'équipe. Gros mea culpa sur Garland. J'avais pas assez vu jouer, je pense. Très, très fort. Et la petite citation du jour, c'est le joueur le plus difficile à défendre d'après Draymond Green, qui défensivement doit connaître certaines choses, et il met beaucoup en avant les mouvements imprévisibles de Garland, et je suis assez d'accord. Enfin, franchement, sur pick and roll notamment, je le trouve insaisissable, enfin très très fort, stop and go, enfin vraiment très fort. Le pull-up, c'est la seule menace qui existe dans cette équipe. Sur le pull-up à 3 points, il n'y a que lui. Alors, il y a parfois Ricky Rubio, Madison Square Garden, dans des événements un peu surréalistes, mais autrement, il n'y a que lui. Et sur le pick and roll, très très fort. Et quand tu sais, ça a été beaucoup dit, hein, on l'a beaucoup répété, quand tu sais qu'il y a des menaces sur le lob, bah Garland, c'est parfait, je crois. Je crois même qu'il est au niveau de pourcentage à 3 points, avec un tel volume, il est dans le top 15 de NBA, donc très fort. Il est à 40,3 là pour l'instant, mais il est un peu retombé parce que moi j'avais checké, genre il y a 3 jours, il était à 44. Ouais, c'est ça. Ouais, il était dans le tout meilleur. Il est un peu descendu, mais très fort. Et puis même, j'ai vu aussi très bon, alors que c'est un joueur un peu petit, 1,85 dans la restricted area, très près du panier, donc très solide. Qu'est-ce que vous avez à dire sur Darius? Je m'étais déjà exprimé sur Darius Garland et j'avais justement déjà sur la restricted area, il avait beaucoup de mal sur sa saison rookie. Je me souviens qu'on avait beaucoup appuyé là-dessus avec Tom. Ça s'améliore, c'est beaucoup mieux. Et je trouve que justement son côté un peu imprévisible, un peu insaisissable, du coup, il joue. C'est-à-dire que avant on disait ouais, mais dès lors qu'il y a un contact, il se fait dégager. C'est toujours vrai hein, dans une certaine mesure, mais du coup il joue mieux et donc il arrive quand même à aller finir au cercle et le développement de son tir est un très bon, enfin c'est très bien et justement je l'ai vu prendre des tirs à 3 points où j'avais l'impression que c'était limite enfin c'est des tirs où j'ai l'impression que c'est plutôt des grosses stars au poste de meneur ou derrière qui vont les prendre. Et je lui vois prendre les mêmes. Alors, il les met pas forcément, ok. Mais je trouve que dans le développement de son tir, il part dans une visée au-dessus du tiers dans lequel je le rangeais. C'est-à-dire que si jamais ça se met à rentrer de manière plus régulière sur les formats de tir qu'il prend, bah, il va les prendre de plus en plus et ça va devenir de plus en plus un problème. Moi, j'aime énormément ce joueur et sur le playmaking, je trouve que au vu du matériel, au vu de ce qui l'entoure, il n'a pas non plus des milliards d'options sympas. Les backdoors, il les trouve quand il peut avec ses pivots et enfin ses deux tours entre guillemets. Je trouve que voilà, il fait le boulot qu'on attend de lui et on voit et on en parlait en off, je crois Ben, que on peut même le voir off ball et ça c'est extrêmement intéressant dans le développement de cette équipe, notamment parce qu'il y a le cas d'un autre meneur dont on doit discuter aussi. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Camille, t'en penses quoi Je vais ajouter Garland et puis on va faire un petit peu la transition aussi vers Sexton qui est pas là actuellement. Et Sexton, double transition, ça nous permettra aussi de faire un petit point et de reculer un peu et de prendre la franchise au global, de se demander si Sexton, il s'inscrit vraiment dans le futur de cette équipe. Mais d'abord, Garland, qu'est-ce que t'en penses? Moi, Garland, le point sur lequel je vais un petit peu peut-être mettre l'accent, et c'est pour prolonger un peu ce que Madiane a dit. Juste niveau stade, déjà sur pull-up cette année, pour l'instant, si ça dure, il est à 49,3% sur pull-up et 44,9 à 3 points sur 4 tentatives par match. Donc c'est costaud. Et moi, je pense que ça, c'est tenable. Enfin, peut-être pas à ces hauteurs-là, mais en tout cas, le pull-up, pour moi, il est réel chez lui parce que ce que je trouve qui est bien chez lui, c'est
sa mécanique de shoot, en fait. Elle est super compacte au niveau du haut du corps. Et du coup, je trouve qu'il peut déclencher, en fait, en sécurité, entre guillemets, on va dire, sans que ce soit une prière, le truc, depuis différentes plateformes, en fait, sans être forcément bien placé sur les appuis, c'est-à-dire en reculant pour des step back ou en étant un peu déséquilibré. Et du coup, c'est ça qui fait que pour moi, en fait, son pull-up, il est hyper fiable. Et on sait l'arme que c'est dans la NBA d'aujourd'hui. Donc ouais, non, non. Après, et puis sur la création, j'ai rien de spécial à ajouter. Offensivement, j'aime bien Garland. Et du coup, Sexton, alors. Là, Sexton, ça va être plus la question de c'est quoi avec une équipe qui se développe comme ça? Quel est son rôle? Est-ce que c'est un 6e homme? Ben, dans cette équipe, c'était le profil que ça avait l'air de prendre, mais la question du paiement de Colin Sexton se pose sur le développement. Moi, je le vois bien dans ce profil de 6e homme et j'ai aucun problème avec ça. La question, c'est est-ce qu'à ce stade-là, comment est-ce que tu fais pour payer, sachant que la situation contractuelle se complique parce que tu n'as pas trouvé d'accord? Oui, en deuxième unité, c'est très bien. Et j'ai jamais aimé le profil du joueur, mais bah, dans ce qu'il peut apporter en sortie de banc, c'est une production offensive qui n'est pas à négliger. Maintenant, comment est-ce que tu réussis à le garder sans payer trop cher les pots cassés? Ça me paraît difficile. Mais oui, pour moi, Garland doit être le titulaire et Sexton est le 6e homme. Mais ça, je pense qu'on était déjà en train de prendre cette voie-là depuis quasiment l'arrivée, enfin la première demi-saison de Garland. Ça a commencé déjà à s'infléchir vers cette direction. Camille, t'en penses quoi? Est-ce Ouais, que on... Vas-y, je vas-y. pense que tu mets le doigt sur le truc, ouais. C'est que, en fait, du fait que c'est leur draft pick et que c'était un haut draft pick, ils pourront pas le garder pour pas cher. Donc du coup, en fait, pour un profil de 6e homme pour lequel il remplit les cases sur le terrain, il sera forcément trop payé. Hmm. Surtout que s'il y a, on sait que quand une franchise réussit une grosse saison comme ça, une franchise dans les bas-fonds, elle a tendance à surpayer dès qu'un joueur est enfin, en gros, conserver absolument ce qui a fait sa réussite, même si Sexton n'est pas là actuellement. Donc effectivement, il pourrait être amené à faire ça. Il faut qu'on enchaîne les gars sur la reconstruction des Cavs. On en est où? Est-ce que ce qui se passe depuis le début de la saison, ce début de saison donc avec 9 victoires et 5 défaites, ça change quelque chose? Moi, moi, je pense que, je l'ai dit, je vais un petit peu étayer, Mobley, c'est à la fois une bénédiction, un problème. Souvent, dans les reconstructions, ton meilleur joueur, il arrive dans les 2, 3 premières années. Parce que normalement, c'est les années où tu es le plus faible. Enfin, entre le moment où tu as décidé de tout casser et le moment où tu commences à devenir bon. Et en fait, Mobley, c'est le 4e choix de draft de Cleveland, en fait. Quand on calcule Sexton, Garland, Okoro, Mobley. Et le truc, c'est que c'est là où je vais rebondir un peu sur ce dont tu avais parlé, Madiane. Ce que te pose comme problème Mobley, c'est que si tu avais Mobley, tu n'aurais jamais drafté Okoro. Jamais. Genre, si t'as Mobley, tu draftes pas Okoro. Et du coup, la manière dont tu as réfléchi ton équipe, elle n'a pas été pensée avec un Mobley star. Alors, peut-être qu'on draft pas au fit quand on draft top 5. Il n'empêche que tu es obligé de prendre en compte quand ta clé de voûte a un certain profil, tu t'adaptes. Et là, ils ont pas pu s'adapter. C'est le problème que posent toujours les reconstructions où le meilleur joueur, c'est le 3 ou le 4e meilleur choix de draft. Du coup, je pense qu'au niveau de la reconstruction, ils sont meilleurs. Paradoxalement, c'est une meilleure équipe avec Mobley, parce que c'est déjà potentiellement le meilleur joueur de l'équipe. Mais en termes de reconstruction, ça va leur poser des gros problèmes parce qu'ils vont devoir payer les lieutenants avant de payer la star. Et ça, c'est un énorme problème. Ouais, et en fait, le problème, je prolonge, c'est ce qui a du coup, je pense, coincé pour Sexton, c'est que ils sont déjà complets à cause, notamment, bon, il y a le contrat de Ricky Rubio qui expire cette année, mais il y a le contrat de Kevin Love qui est toujours là dans l'effectif et qui va rester payé en 2022-2023, 28,9 millions de dollars, au moment où, bah, du coup, un potentiel contrat de Sexton devrait prendre le relais et ça ne rentre pas dans le cap. Ils sont déjà à la limite, ils ont 7 ou 8 millions de dollars de marge et donc du coup, Sexton, il va pas demander 7 ou 8 millions, c'est beaucoup plus. Et donc, est-ce que déjà, maintenant, à ce stade de ta reconstruction, tu,
tu vas te mettre à payer des taxes. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Et Kevin Love, malheureusement, il a déjà gagné sa bague, c'est ce qu'on disait, et il me paraît très probable qu'il laisse le moindre centime sur la table. Il a déjà gagné son titre. Malheureusement, c'est le drame. Enfin, ils sont très contents avec leur titre, mais c'est le drame, c'est que Kevin Love, il prendra tout l'argent qui, à mon avis, hein, ce serait très étonnant de voir Kevin Love partir en laissant de l'argent sur la table chez un contender. Donc à partir de là, moi à mes yeux, c'est coincé en fait pour déjà prolonger Sexton. Et malheureusement, moi, j'aurais bien aimé qu'ils réussissent à le prolonger parce que ça aurait pu permettre une espèce de double temporalité. Le contrat de Jarrett Allen et Colin Sexton sur une certaine période, et derrière, si tu arrives à proposer une durée qui match, et derrière, tu prends le relais sur Garland et Mobley. Ça aurait été je pense, une belle transition entre payer maintenant les lieutenants, payer ensuite les stars. C'est pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Et je trouve qu'ils sont coincés, notamment grâce au contrat de Jarrett Allen qu'ils ont signé. On en revient J'y reviens, mais c'est pour ça que je l'aime pas ce contrat, c'est que je trouve que pour ce qu'il apporte sur le terrain, il y avait moins cher ailleurs. Et qu'en plus, du coup, ça te coince énormément actuellement. On en parlait. Je pensais à un article, je crois que c'était la preview des Cavs de The Athletic, qui parlait, qui avait comme question, est-ce qu'il y a un joueur core piece, en gros, est-ce qu'il y a un joueur, la future bonne équipe, et est-ce que tu les vois, Camille? Est-ce que pour toi, ça commence à se dégager dans cette reconstruction interminable des Cavs? Est-ce qu'on a déjà quelques valeurs sûres, c'est peut-être un grand mot, mais joueurs sur lesquels on peut construire? Bah ouais, enfin clairement de toute façon, t'en as deux, t'as Mobley et Garland. Et c'est pour ça que je le trouve un petit peu dur parce que au final, si Mobley il devient tout ce qu'on pense qu'il peut devenir, ça te change la trajectoire de ta franchise de drafter un mec comme ça parce que tu peux être éclaté pendant 10 ans et drafter super haut pendant 10 ans et peut-être et jamais draft demande à Orlando quoi et jamais drafter un mec aussi fort, tu vois. Donc déjà rien que le fait de le trouver, ça te met bien quand même. Et après le truc c'est que bon après du coup si on se projette vraiment et que le mec ça devient un mec all time ou quoi, tu auras toujours ce truc où tu te dis bon c'est vrai que le mec ce sera jamais un initiateur numéro un, tu vois, parce que c'est un profil de big et c'est comme ça. Donc du coup la question c'est la comparaison c'est toujours Davis. À moins de super bien construire ton roster autour de lui, est-ce que tu peux dans la NBA d'aujourd'hui gagner un titre si c'est ton meilleur joueur? Là, on va hyper loin, hein, tu vois, mais au final, tu sais que le truc, c'est que tu as besoin quand même qu'il ait moi, c'est pour ça que je pense que c'est pas dégueu pour l'instant. Tu as besoin que le mec, il ait un bon partenaire de pick and roll. Et en ça, Garland, il montre du potentiel. Donc, potentiellement, les deux, en fait, ils se compensent parce que le big, il a besoin d'un bon manieur de ballon. Et le petit garde, il a besoin d'un mec qui protège le cercle. Donc, en fait, en soi, c'est hyper complémentaire. Après, le problème, on en revient toujours au truc, c'est que tu prends avec des mecs qui sont pas forcément tous du même niveau, mais tu prends l'exemple des Wolves, Towns, c'est leur meilleur joueur de très loin, et le problème, c'est que quand t'es pas l'initiateur dans la NBA d'aujourd'hui, bah t'as quand même Russell et Edwards qui shootent plus que lui, alors qu'ils sont beaucoup moins forts offensivement. T'auras toujours un déséquilibre en fait avec ce. Est-ce que Davis il aurait pu gagner un titre sans jouer avec LeBron James en étant le meilleur joueur? C'est pas sûr. À moins d'avoir vraiment toutes les étoiles qui s'alignent, la construction de roster idoine et peut-être avec lui qui est top 10 d'avoir deux autres joueurs qui sont top 20. C'est compliqué quoi. Après, je pense que là, on est tous d'accord. Ils ont les questions que pose Mobley sont des bonnes questions. Ils ont l'axe 1, 4, 5. Bon, je sais peut-être que Madia n'est pas le plus grand fan d'Allen, mais au moins l'axe 1, 4, 5, ils l'ont pour les 2-3 prochaines années. Et la question qui peut-être devient centrale pour eux, déjà, c'est de se dire, peut-être autre question que j'aurais dû vous poser. On est d'accord que on dit souvent dans une reconstruction, les deux moments les plus importants, c'est le moment où tu reconstruis et le moment où tu te dis, j'arrête de reconstruire. Ils sont pas encore arrivés au moment là. On est d'accord? Non. D'accord. Mais non, l'effectif, enfin, c'est l'effectif autour et enfin, il y a des joueurs qui jouent, ils ont pas d'avenir en NBA, enfin. Donc, c'est pas encore le moment où tu te
pose sérieusement la question de qui on fait jouer à l'aile en fait. Ce manque à l'aile dont on a parlé, c'est peut-être pas. Tu peux y réfléchir, peut-être te glisser dans des trades comme ils l'ont fait avec Jarrett Allen, mais on n'est pas arrivé au moment où tu vas faire ce petit move qui va te faire passer dans une autre dimension. Je pense qu'on se dit tous ça parce qu'on va conclure l'épisode là-dessus. Cleaning the glass, en se basant sur les ratings offensifs et défensifs, les annonce à 44 victoires. 538 les annonce à 38 victoires. Camille, est-ce que ça joue le play-in, les Cavs? Je trouve que tu l'amènes super bien parce que c'était un peu là où je voulais en venir. On en parlait un petit peu en off. Tu regardes le classement à l'Est, à part Detroit et Orlando, de qui tu peux affirmer qu'ils sont sans aucun doute meilleurs? Personne en fait en soi. Donc le truc c'est qu'ils font un super début de saison. Eux ils vont bien sûr que du coup là ils se disent on joue le play-in, on joue les playoffs machin, mais c'est pas garanti qu'ils y aillent. Donc s'ils y vont pas, même en faisant une saison sans parler du fait que d'être pessimiste sur leur niveau, cette année aussi bien à l'Est tu peux faire peut-être je sais pas 38 victoires et il y a depuis qu'on connaît la NBA tu fais ça t'es 5 ou 6e. Là cette année limite tu fais peut-être pas dans les 10 premiers, on sait pas. Donc en fait, il n'y a rien qui dit qu'ils finissent pas quand même loterie et qu'ils aient encore l'opportunité de drafter cette année, voire l'année peut-être encore l'année prochaine, de drafter dans une position intéressante. Donc c'est pour ça que si on touche un peu à deux trucs là, la reconstruction et la saison actuelle, mais déjà pour répondre au play-in, moi pas sûr. Et parce que je pense que c'est ce qu'on disait au début, l'attaque elle va beaucoup les pénaliser, même si je pense que c'est ce que j'ai dit, leur défense c'est une valeur sûre. Donc pas sûr, donc du coup si c'est pas sûr, rien ne dit que t'es pas à loterie et que tu peux drafter des mecs intéressants et là effectivement articuler plus ton projet autour des mecs sur lesquels tu as des certitudes aujourd'hui. Diane, t'en penses quoi? Moi je suis totalement d'accord. Je vais m'appuyer sur une stat, ils gagnent trop de matchs serrés. On en a parlé entre nous, ils gagnent beaucoup trop de matchs serrés, ils sont à 4 victoires, une défaite sur les matchs qui se jouent par moins de 3 points. Pour moi, ça c'est une anomalie parce que on l'a répété, c'est une équipe jeune, c'est une équipe pas bonne en attaque et qui perd beaucoup de ballons. Normalement, c'est 3 composantes qui te font perdre les matchs, perdre les fins de match, ils les gagnent. Bravo. Bravo, grâce à parfois des circonstances incroyables. Là où je vais faire un petit parallèle, Indiana, une équipe dont on a parlé et dont on avait dit que le bilan ne reflétait pas le vrai niveau, Indiana est à 1 victoire, 4 défaites sur les mêmes matchs. C'est-à-dire que vous prenez ces deux équipes-là, à l'exception vous retirez, alors je sais c'est très artificiel, les 3 dernières si en gros vous essayez de lisser tout ça, quand on regarde les ratings, en fait c'est des équipes qui ont le même niveau. Donc effectivement le bilan des Cavs est peut-être un peu trompeur. Madiane, je te laisse conclure. Exactement, et moi je trouve que la durabilité du peu qu'ils arrivent à produire en attaque, vraiment, j'ai vraiment énormément de mal avec leur production offensive et il y a des équipes dans le tas. Déjà par exemple à Charlotte, des Celtics quand ils se remettront à l'endroit. En fait, il y a aussi beaucoup d'équipes qui ont du retard à l'allumage et ces équipes-là, désolé, Hawks, Bucks, Pacers, Celtics, faudra qu'on parle du cas des Celtics parce que ça a l'air d'être un peu compliqué. Enfin, il y a énormément d'équipes qui sont derrière, mais on les voit très vite repasser devant. Donc ça va être difficile à mes yeux. Et finalement, est-ce que ce serait une excellente nouvelle d'aller dès maintenant au play-in parce que finalement, on voit que ça manque de matériel, notamment de joueurs de support. Ils sont peut-être pas obligés maintenant d'aller chercher à tout prix un très haut pic et d'être très très haut, mais voilà, aller drafter 1 ou 2 joueurs un peu plus complémentaires maintenant dans des positions peut-être un peu plus basses de la draft, ça leur ferait pas de mal. Donc ce serait pas foncièrement une si mauvaise nouvelle. Je trouve que voilà, enfin au niveau du calendrier, être dès maintenant dans le plugin, ce serait être en avance sur ce qui est attendu et ça faciliterait pas forcément la gestion. Surtout qu'ils ont quand même encore besoin. Je pense que tu le résumes très bien, Madiane. Ils ont quand même encore financièrement quelques problèmes, donc ils ont besoin de la main d'œuvre, je vais dire, que peut leur apporter les choix de draft à bas coût. Parce que
encore Ils une ont fois, besoin de 2 ans, il faut que Kevin Love dégage des contrats. parce que quand tu regardes, alors il y a la bonne surprise Ricky Rubio. On en a pas assez parlé peut-être de Ricky Rubio, mais Rubio, on a un peu glissé, fait des bonnes choses, mais derrière, en gros, une fois que tu as passé 8-9 joueurs, c'est très compliqué. Enfin, c'est très Et compliqué. c'est pas en NBA, c'est des joueurs qui ne resteront pas en NBA. Il y a des joueurs qui voient le terrain dans cette équipe, je le redis, ils seront pas en NBA dans quelques années. Après, petite mention de Dean Wade que j'avais découvert dans un match de pré-saison, je crois, l'année dernière, face aux Knicks. Je me suis dit, la même chose, il va pas rester en NBA, et il est encore là, et il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Il peut rester en NBA, Dean Wade. Bref, Camille, c'était ta première, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin? Ah bah moi Ouais. c'est pour continuer la discussion que vous étiez en train d'avoir. De toute façon, si tu prends le classement, c'est pas con, hein, tu fais des maths simples, ils sont à 9-5, ça fait 64% de victoires, ça fait 53 victoires. Donc voilà. Tu sais que c'est pas une équipe à 53 victoires. Après, est-ce qu'ils peuvent tenir aux alentours des 50%? Ouais, en vrai, c'est jouable, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que tu es sûr que si tu fais 40 victoires, 39 ou 40 victoires cette année à l'Est, tu fais mieux que 11e, peut-être 10, 9, un truc comme ça, mais tu feras pas 5 comme tu aurais fait il y a 5-6 ans, quoi. Ou 6, Mm. je sais pas, 5. Il y a peut-être dû y avoir des années où c'est arrivé, mais des équipes par contre à 40 qui faisaient 6 ou 7, c'était tous les ans, quoi. Donc et cette année, à mon avis, ça va être tendu. Ce qu'on peut du coup peut-être noter pour conclure, c'est que au moins on a, quand on parlait beaucoup de cette reconstruction de Cleveland et qu'on cherchait absolument la pierre précieuse, on l'a, et on a en plus le joueur de complément, le duo Garland-Mobley, auquel on peut rajouter, je les ai trouvé un peu dur avec Jarrett Allen, mais auquel on peut rajouter Allen qui fait son truc, et au moins ça part sur de bons rails du côté de Cleveland. Voilà. Ben du coup, alors Camille, comment ça s'est passé cette première, et comment tu as vécu cette semaine? On fait un petit débrief avant de conclure l'épisode. Comment tu as vécu cette semaine à regarder Cleveland? Parce que certains pourront dire, ouais, la première, vous lui avez pas donné Pas respecté. qui t'a plus glamour. Non, bah en fait, ça c'est bien goupillé en vrai parce que j'avais déjà regardé, parce que j'étais intrigué par Mobley et que comme tout le monde, comme il y avait de la hype autour de lui, bah forcément j'ai regardé des matchs. Donc en fait, si tu veux, j'ai pas eu besoin de me regarder 150 matchs. J'en avais déjà vu 2 ou 3 avant déjà qu'on choisisse le sujet. Donc franchement, en vrai, quand t'as dit qu'on allait parler de ça, ça m'a arrangé. Et par contre, le truc, c'est que ouais, c'est ce que je t'avais dit en off. En fait, si tu veux, moi, comme j'étais tout seul à gérer mon truc avant. Je regardais, bah, j'avais pas le temps de regarder toutes les équipes forcément. Donc moi, la façon dont je procédais, c'est que je regardais que les bonnes équipes. Donc en fait, si tu veux, des mecs comme Garland, Sexton ou des machins comme ça, je les ai très peu vus jouer en fait en soi, même si ça fait déjà 2-3 ans qu'ils sont en NBA. Parce que je regardais jamais les Cavs. Je regardais jouer une quinzaine, c'était moitié-moitié quoi. Je regardais les équipes qui étaient en playoff, on va dire. Je regardais 15-16 équipes tout le temps. Et les 3 quarts des autres équipes, je les regardais très peu, voire jamais pour les pires. Donc voilà, c'était une petite nouveauté. On t'a fait pas découvrir, mais on t'a fait creuser le cas Isaac Okoro, donc t'es obligé de nous remercier pour ça. Bref, et bah, du coup, c'était cool. Donc voilà, on a bien parlé de cette équipe de Cleveland, on a surtout axé ça, vous l'avez vu, sur ces jeunes joueurs qui font un petit peu la pluie et le beau temps maintenant à Cleveland, parce qu'on l'a pas dit peut-être assez, mais c'est une des équipes les plus jeunes de la NBA. Donc clairement, les jeunes sont au centre du projet. On se retrouve nous la semaine prochaine pour peut-être Boston, peut-être, on sait pas encore. Madiane a l'air décidée de parler de Boston et j'ai peur qu'ils sortent le haka. Bref. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre comme d'habitude sur Twitter, les plateformes où vous écoutez le podcast et YouTube. On vous souhaite une bonne semaine et à très vite. Salut. Ciao. Tchuss.